Mes parents ont refusé 25 000 € pour sauver mon fils, mais ont offert 50 000 € à ma sœur. Ils ont boudé sa guérison. 1 an après, ma sœur divorce et vient me quémander de l'argent. Je lui ai fermé la porte au nez sans aucun regret. J'ai compris ce qu'était l'amour conditionnel un mardi après-midi de mars, assise dans le cabinet du docteur Lefebvre, tandis que mon fils de 5 ans, Hugo, traçait des motifs invisibles sur ma paume de son petit doigt. Les néons stériles et indifférents bourdonnaient au-dessus de nous. Le cardiologue expliquait qu'Hugo avait besoin d'une opération dans les 3 mois, pas un jour ou l'autre, mais dans les 3 mois. La communication interventriculaire a progressé, dit le docteur Lefebvre, les mains jointes sur le bureau entre nous. Nous devons la réparer avant qu'elle ne cause des dommages irréversibles à son cœur. Hugo leva ses grands yeux noisettes vers moi, confiant, complètement inconscient que le monde de sa mère venait de se fracturer en 1000 morceaux impossibles. Je lui lissai ses cheveux sombres et forçai ma voix à rester ferme. À quoi devons-nous nous attendre, demandai-je, en termes de coût. Le chiffre atterrit comme un coup physique, 25 000 € après assurance. Les mots semblaient résonner dans le petit bureau, rebondissant sur les diplômes au mur et les affiches joyeuses sur la santé cardiaque. 25 000 € que je n'avais pas. Je travaillais comme graphiste pour une petite agence de marketing à Lyon. Le salaire était décent, les avantages adéquats, mais être mère célibataire signifiait étirer chaque euro jusqu'à ce qu'il crie. Le père d'Hugo avait disparu quand j'étais enceinte de 6 mois, ne laissant rien derrière, sauf une adresse de réexpédition qui n'était pas valide et un numéro de téléphone qui tombait directement sur la messagerie. J'avais appris à bâtir une vie à partir de zéro, à trouver la joie dans les petites victoires et à budgétiser chaque dépense 2 fois. Mais 25 000 € auraient pu être 25 millions. Nous pouvons discuter de plans de paiement, dit doucement le docteur Lefebvre, sentant ma panique. Et il y a parfois des subventions disponibles pour les familles dans le besoin financier. J'acquiesçai machinalement, prenant le dossier qu'il me tendait, mon esprit déjà en train de faire des calculs impossibles. J'avais 8 000 € d'économie. De l'argent que j'avais amassé en 4 ans en disant non aux vacances et oui à chaque projet freelance qui se présentait. Je pouvais peut-être emprunter 5 000 € supplémentaires sur mon plan d'épargne retraite, même si les pénalités seraient douloureuses. Cela laissait 12 000 € entre mon fils et l'opération qui lui sauverait la vie. Hugo tira sur ma manche. « Maman, on peut avoir de la glace ?» « Bien sûr, mon bébé, dis-je en ramassant nos affaires. Tout ce que tu veux. » Nous nous arrêtâmes à la petite boutique de la rue de la Charité, où il connaissait Hugo par son nom, où il lui donnait toujours des vermicelles supplémentaires sans facturer. Il était assis en face de moi dans la cabine, le chocolat déjà étalé sur sa joue, bavardant de sa classe de grande section et de la grenouille qu'ils élevaient à partir d'un tétard. Il n'avait aucune idée que son cœur défaillait. Il n'avait aucune idée que j'étais en train de couler. J'appelai mes parents ce soir-là après qu'Hugo se fût endormi, son petit corps enroulé autour de son éléphant en peluche, sa respiration régulière et calme. Mon père répondit à la 3e sonnerie. « Amélie, dit-il, sa voix portant ce ton particulier de patience forcée qu'il me réservait. C'est inattendu. » J'avalai la piqûre familière. Mes parents vivaient à Évian-les-Bains, à seulement 30 minutes de là. Mais la distance entre nous semblait océanique. Ils n'avaient jamais approuvé mes choix. Ni la grossesse, ni le fait de garder le bébé. Ni le fait de l'élever seul dans un appartement modeste alors que j'aurais pu, selon leurs termes, faire quelque chose de sensé. « Papa, j'ai besoin de parler à maman et à toi. C'est important. » « C'est encore à propos d'argent ?» Les mots frappèrent plus fort parce qu'ils étaient partiellement vrais. Je leur avais déjà demandé de l'aide quand Hugo était né et que je me remettais d'une césarienne d'urgence, incapable de travailler pendant 6 semaines. Quand ma voiture était tombée en panne et que j'avais besoin de transport pour l'emmener à la crèche et moi au travail. Chaque fois, ils avaient aidé, mais leur générosité était enveloppée de jugement et de longs discours sur la responsabilité. « Hugo a besoin d'une opération, dis-je doucement. Une sérieuse. Son cœur. » Le silence s'étira assez longtemps pour que je vérifie si l'appel avait été coupé. « À quel point est-ce sérieux ?» La voix de ma mère rejoignit la conversation, acerbe avec quelque chose que je voulais croire être de l'inquiétude. J'expliquai tout ce que le docteur Lefebvre m'avait dit. La terminologie médicale trébucha sur ma langue, ma voix se fissurant lorsque j'arrivai à l'échéance, 3 mois. L'opération ne pouvait pas attendre plus longtemps. « Et combien ?» demanda mon père. 25 000 €.
Après assurance. Un autre silence. Celui-ci plus lourd, suffocant. C'est une sacrée somme, dit mon père finalement. Et le père? Tu sais qu'il n'y a pas de père dans le tableau, dis-je, détestant à quel point ma voix était petite. Il n'y en a pas eu depuis avant la naissance d'Hugo. Eh bien, à qui la faute? La cruauté était si décontractée qu'elle me coupa le souffle. J'appuyai ma paume contre ma bouche, me forçant à ne pas crier, à ne pas pleurer, à ne pas leur donner la satisfaction de me briser. Je ne vous demande pas de tout couvrir, réussis-je à dire. Juste de m'aider, s'il vous plaît. C'est votre petit-fils. Nous allons devoir y réfléchir, dit ma mère. Ce n'est pas une petite demande, Amélie. Nous avons nos propres obligations financières. Il a 5 ans, murmurai-je. Il a besoin de cette opération pour vivre. Nous te rappellerons, dit mon père. Et la ligne se coupa. Je suis restée assise dans le salon sombre pendant longtemps après cela, écoutant les bruits de la ville devant ma fenêtre, sentant le poids de mon échec peser de tous côtés. C'était ma faute. Tout. J'avais mal choisi, aimé imprudemment, et maintenant mon fils paierait le prix de mes erreurs. Ils ne rappelèrent pas cette nuit-là. Ni le lendemain, ni le jour d'après. Je me jetai dans la recherche, remplissant chaque moment libre de demandes de subventions et d'idées de collecte de fonds. J'ai lancé une campagne de crowdfunding avec une photo d'Hugo souriant dans sa cape de super-héros, celle qu'il portait constamment, malgré le tissu usé et les couleurs fanées. J'ai écrit la description 3 fois avant de pouvoir la terminer sans pleurer. Les dons arrivaient lentement. 50 € ici, 20 là. Des amis du travail contribuaient ce qu'ils pouvaient. Hélène, ma patronne, ajouta discrètement 1000 € et me dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin, mais les chiffres avançaient avec une lenteur atroce tandis que la date limite fonçait sur nous comme un train de marchandises. Hugo commençait à demander pourquoi nous allions toujours à l'hôpital. Il détestait les prises de sang, les tests interminables, la façon dont les infirmières lui parlaient avec des voix trop joyeuses pour être sincères. J'essayais d'expliquer dans des termes qu'un enfant de 5 ans pouvait comprendre. Mais comment dire à votre enfant que son cœur est brisé sans briser son esprit? Est-ce que ça va faire mal? Demanda-t-il un soir, sa petite main trouvant la mienne dans l'obscurité. Tu dormiras, promis-je. Et quand tu te réveilleras, tu te sentiras tellement mieux. Tu pourras courir et jouer sans te fatiguer. Tu seras là. Chaque seconde, dis-je. Je ne vais nulle part. Il s'endormit, tenant ma main, et je restai là, au bord de son lit, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, mémorisant chaque détail de son visage au cas où le pire arriverait, au cas où je le trahirais. Ma sœur Victoire m'appela un jeudi soir, 2 semaines après ma conversation avec nos parents. Victoire avait 3 ans de moins que moi, éternellement dorée, éternellement favorisée. Elle travaillait dans l'organisation d'événements, fréquentant un homme nommé Grégory, qui venait du genre de vieille fortune qui murmurait plutôt que de crier. Je répondis au téléphone tout en remuant la sauce pour les pattes d'une main et en vérifiant les devoirs d'Hugo de l'autre. Amélie. La voix de Victoire pétillait d'excitation. J'ai la nouvelle la plus incroyable. J'ai coincé le téléphone entre mon épaule et mon oreille, tendant la main pour baisser le feu. Qu'est-ce qui se passe? Grégory m'a demandé en mariage. Nous sommes fiancés. Tu peux le croire? Quelque chose se tordit dans ma poitrine, aiguë et amère. Je forçai l'enthousiasme dans ma voix. C'est merveilleux, Vic. Félicitations. Oui. Nous pensons à un mariage d'été. Juin, probablement. Quelque chose d'élégant, mais pas trop guindé. Et le voyage de noces. Nous regardons l'Italie. 3 semaines de Rome à Venise en passant par la côte amalfitaine. N'est-ce pas incroyable? 3 semaines en Italie. Je pensais à mes 8000 € d'économie, le chiffre qui avait à peine bougé malgré le fait que je travaillais jusqu'à l'épuisement. Je pensais à l'opération d'Hugo. La date limite approchant comme une condamnation à mort. Ça a l'air cher, dis-je. Oh, ça sera autour de 50 000 € pour tout le voyage. Mais maman et papa ont déjà dit qu'ils le couvriraient comme cadeau de mariage. N'est-ce pas généreux? La sauce pour les pâtes déborda, sifflant contre le brûleur. Je fixai le liquide rouge se répandre sur la cuisinière, incapable de bouger, incapable de traiter ce que je venais d'entendre. Amélie, tu es là.
Il te donne 50 000 euros, dis-je lentement. Chaque mot donnait l'impression d'avaler du verre. Eh bien, oui, pour le voyage de noces. Ils veulent que nous ayons quelque chose de vraiment spécial pour commencer notre mariage. N'est-ce pas adorable? J'ai éteint le feu. Hugo leva les yeux de son cahier, sentant que quelque chose n'allait pas dans le silence soudain. Victoire, dis-je doucement. Est-ce qu'ils t'ont parlé d'Hugo? Quoi, Hugo? Il a besoin d'une opération du cœur. 25 000 euros. Je leur ai demandé de l'aide il y a 2 semaines. Le silence à l'autre bout était différent maintenant. Inconfortable. Attendu. Je suis sûr qu'ils ont leur raison, dit Victoire finalement, sa voix perdant de son éclat. Peut-être qu'ils ont juste besoin de plus de temps pour régler leurs finances. Ils ont 50 000 euros pour t'envoyer en Italie, dis-je, mais pas 25 000 euros pour sauver la vie de leur petit-fils. Ce n'est pas juste, Amélie. Mon mariage est important aussi. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils choisissent entre nous. Je le peux quand une situation concerne la survie d'un enfant. Victoire soupira. Le son transportait des années de ressentiment et de hiérarchie tacite. Tu fais toujours ça. Tu ramènes toujours tout à toi et à tes difficultés. N'as-tu jamais pensé que peut-être ils sont fatigués de te tirer d'affaire? Que peut-être tu dois prendre la responsabilité de tes propres choix. Mon choix. Je sentis quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. Mon choix a été de garder mon fils en vie quand son père nous a abandonnés. Que aurais-je dû faire différemment exactement? Je ne sais pas, Amélie, mais je ne peux pas être ta thérapeute maintenant. J'ai un mariage à planifier. Elle raccrocha. Je me tins dans ma cuisine, l'odeur de sauce tomate brûlée remplissant l'air, et sentis le dernier fil fragile d'espoir se briser net. Hugo apparut à mon coude, son visage plissé d'inquiétude. Maman, tu es triste? Je m'agenouillai et le serrai contre moi, respirant sa petite odeur de petit garçon, le shampoing et la terre de la cour de récréation, et quelque chose d'indéfinissable de doux qui n'appartenait qu'à lui. Non, mon bébé, mentis-je. Je suis juste fatigué. C'est à cause de mon cœur? Ton cœur est parfait, dis-je férocement. Ne pense jamais le contraire. Il me serra fort, ses petits bras puissants malgré tout, et je le tins comme s'il était la seule chose solide restante dans un monde qui venait de se révéler fondamentalement, irrévocablement brisé. Cette nuit-là, après qu'Hugo se fut couché, j'appelai mes parents une dernière fois. Mon père répondit, sa voix distraite. Avez-vous réfléchi à ce que j'ai demandé, dis-je sans préambule. Amélie, nous en avons discuté. Nous n'avons tout simplement pas ce genre de liquidité disponible en ce moment. Mais vous avez 50 000 euros pour le voyage de noces de Victoire. La pause me dit tout. C'est différent, dit-il finalement. Comment? Explique-moi comment des vacances sont plus importantes que la vie de votre petit-fils. Le mariage de ta sœur est un événement unique. La voix de ma mère coupa, froide et précise. Nous avons planifié cela, mis de côté des fonds. Ce n'est pas la même chose qu'une urgence qui vient d'apparaître. La condition cardiaque d'Hugo n'est pas apparue comme ça, dis-je, ma voix tremblante. Elle s'est développée. Les médecins la surveillent. C'est le point critique où il a besoin d'une intervention. C'est son événement unique. Sauf que s'il ne l'obtient pas, il n'y aura pas de vie. Ne sois pas dramatique, dit mon père sèchement. Je suis sûr que tu peux t'arranger pour un plan de paiement avec l'hôpital. Ils font ce genre de choses. J'ai déjà parlé avec eux. Le plan de paiement exige toujours un acompte important que je n'ai pas. J'essaie tout. J'ai une collecte de fonds en cours. J'ai demandé des subventions. Je travaille des heures supplémentaires, mais je suis toujours en deçà et le temps presse. Alors, peut-être aurais-tu dû y penser avant de décider d'élever un enfant seul, dit ma mère. Ce sont les conséquences de tes choix, Amélie. On ne peut pas s'attendre à ce que nous résolvions chaque problème que tu te crées. Les mots planèrent dans l'air entre nous, venimeux et définitifs. J'avais su que mes parents étaient déçus de moi. J'avais senti leur jugement dans chaque conversation forcée, chaque visite obligée où ils tenaient Hugo à distance comme s'ils risquaient de les contaminer avec la tâche de mes mauvaises décisions. Mais je n'avais jamais pleinement saisi, jusqu'à cet instant, à quel point je comptais peu pour eux, à quel point mon fils comptait peu pour eux. Je comprends, dis-je doucement. Je ne demanderai plus.
Ne sois pas comme ça, dit mon père, l'irritation se glissant dans son ton. Nous ne disons pas que nous n'aiderons pas du tout. Peut-être après le mariage, une fois que les choses se seront calmées, nous pourrons revoir ça. L'opération d'Hugo est dans 10 semaines, dis-je. Le mariage de Victoire est dans 4 mois. Les calculs ne fonctionnent pas. Eh bien, nous ferons ce que nous pouvons, dit ma mère, sa voix déjà dédaigneuse, passant déjà à des choses plus importantes. Nous devons y aller. Nous rencontrons Victoire et Grégory pour le dîner afin de discuter des options de lieu. Ils raccrochèrent sans dire au revoir. Je restai assise dans le silence de mon salon, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, écoutant le statique vide. Quelque chose de fondamental avait changé en moi. L'espoir désespéré auquel je m'étais accroché, la croyance que la famille interviendrait lorsque cela comptait vraiment, s'effondra en poussière. J'étais seul. Hugo était seul. Nous avions toujours été seuls, mais j'avais fait semblant du contraire. Cette prétention mourut cette nuit-là. Le lendemain matin, je liquidai mon plan d'épargne retraite, acceptant les pénalités et les impôts qui l'accompagnaient. Je vendis ma voiture et en achetai une d'occasion moins chère, empochant la différence. J'ai mis en dépôt-vente la bague de ma grand-mère, le seul bijou que je possédais qui valait quelque chose. J'ai décroché 2 autres clients freelance, travaillant jusqu'à 2 heures du matin après qu'Hugo se fût couché, fonctionnant avec 4 heures de sommeil et de pur désespoir. La campagne de crowdfunding augmentait lentement mais régulièrement. Des étrangers contribuaient. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années trouvaient le lien et donnaient ce qu'ils pouvaient. Ma petite communauté s'est mobilisée d'une manière que ma famille n'avait jamais faite. Début mai, 6 semaines après ce premier rendez-vous avec le docteur Lefebvre, j'avais réuni 23 000 euros. Proche. Si proche, mais pas assez. J'étais assise à ma table de cuisine un samedi matin, fixant les chiffres pour la 100e fois, lorsque mon téléphone vibra avec un SMS de Victoire. C'était une photo d'elle et Grégory sur une plage. Le coucher de soleil peignait de l'or et du rose derrière eux. La légende disait « Recherche de lieu à Cancale ». Trouver l'endroit parfait pour la cérémonie. Je fixai l'image du bonheur de ma sœur, sa joie complètement simple, et sentis quelque chose de sombre et de dur prendre racine dans ma poitrine. Ce n'était pas juste. Rien de tout cela n'était juste, mais la justice était un concept pour les gens qui pouvaient se le permettre, et j'avais appris que je n'en faisais pas partie. Hélène, ma patronne, me trouva en train de pleurer dans les toilettes au travail le lundi. Hélène était 15 ans plus âgée que moi, au regard aiguisé et perpétuellement sceptique, mais elle avait toujours été gentille à sa manière bourrue. « Quel est le manque total ?» demanda-t-elle sans détour, me tendant des essuie-tout. 2 000 euros, avouai-je. Il me manque 2 000 euros. Elle fut silencieuse un instant, puis sortit son téléphone. Je vais envoyer un email à toute l'entreprise. Pas de pression sur qui que ce soit, mais voyons ce que nous pouvons faire. Hélène, tu as déjà contribué. Je ne peux pas demander plus. Tu ne demandes pas. J'offre. Elle s'arrêta à la porte. Ton gamin est un battant, Amélie. Il tient ça de toi. Ne lâche rien maintenant. Dès mercredi, l'entreprise avait collecté les 2 000 euros finaux. J'ai pleuré dans ma voiture pendant 20 minutes quand j'ai vu le total final, 25 143 euros. Suffisant. Enfin, incroyablement suffisant. L'opération d'Hugo était prévue pour le 15 mai. La veille au soir, j'ai emballé son éléphant en peluche préféré et un nouveau livre sur les dinosaures. Il était nerveux, mais essayait d'être courageux, posant des questions sur ce à quoi ressemblerait l'hôpital, s'il pourrait avoir des sucettes glacées après si les médecins étaient gentils. Les médecins sont très gentils, promis-je. Et oui, toutes les sucettes glacées que tu veux. Est-ce que mamie et papy viendront nous voir, demanda-t-il doucement. La question perça quelque chose de profond. Je n'avais pas parlé à Hugo de mes conversations avec mes parents, je ne l'avais pas accablé de la connaissance de leur rejet. Mais les enfants sentent les choses. Ils savent quand ils sont moins qu'eux, quand ils ne suffisent pas. Ils sont très occupés avec les préparatifs du mariage de tante Victoire, dis-je prudemment. Mais je serai là. Je te le promets. Il hocha la tête, acceptant cela avec la résilience que possèdent les enfants, la capacité de s'adapter à la déception parce qu'ils ne savent pas encore à quel point cela devrait faire mal. Je le tins pendant qu'il s'endormait cette nuit-là, murmurant des promesses dans ses cheveux, des promesses que j'avais l'intention de tenir,
des promesses qui allaient au-delà de l'opération et du rétablissement. Je construirais pour nous une vie qui n'inclurait pas les gens qui mesuraient l'amour avec des signes d'euros et des conditions. Je lui apprendrais que la famille était ce que l'on faisait, pas ce à quoi on était né. Je survivrais à cela. Nous le ferions tous les deux. Et je me souviendrai exactement de qui s'était tenu à nos côtés quand cela comptait le plus. L'opération dura 6 heures. J'ai passé chaque minute dans la salle d'attente, arpentant le tapis industriel, buvant du café qui avait le goût de carton, regardant l'horloge se traîner seconde après seconde. Hélène resta assise avec moi pendant les 3 premières heures avant que ses propres obligations familiales ne l'appellent. Une infirmière que je n'avais jamais rencontrée m'apporta un sandwich que je ne pouvais pas manger. L'aumônier s'arrêta 2 fois, offrant des prières que je ne pouvais pas entendre au-dessus du rugissement de la peur dans ma tête. Lorsque le docteur Lefebvre apparut enfin, toujours dans sa tenue chirurgicale, je sus à son visage qu'Hugo avait survécu. La réparation s'est parfaitement déroulée, dit-il, et je m'effondrai sur la chaise la plus proche, toute la force s'échappant de mes jambes d'un coup. Il s'en est sorti à merveille. Quel enfant fort tu as là. Ils me laissèrent le voir 2 heures plus tard. Hugo avait l'air incroyablement petit dans le lit d'hôpital, des tubes et des fils le reliant à des machines qui bipaient et bourdonnaient. Ses yeux étaient fermés, son visage pâle, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec des respirations régulières et calmes. Je pris sa main doucement, attentive à la perfusion, et pressai mes lèvres contre ses jointures. « Tu l'as fait, mon bébé » murmurai-je. « Tu vas t'en sortir. » J'appelai mes parents depuis le couloir de l'hôpital pendant qu'Hugo dormait. Toujours porté par la vague de soulagement et d'épuisement. Ma mère répondit. « L'opération a été un succès, dis-je. Il est en convalescence. Ils s'attendent à un rétablissement complet. » C'est une bonne nouvelle, dit ma mère, sa voix plate. Nous sommes heureux de l'apprendre. J'ai pensé que vous voudriez savoir au cas où vous voudriez lui rendre visite. Oh, eh bien, cette semaine est assez chargée. L'essayage de la robe de Victoire est demain et nous avons la réunion du traiteur jeudi. Peut-être la semaine prochaine. Quelque chose se cristallisa alors en moi. Pas de la colère, pas même de la déception. Juste de la clarté. De la clarté froide et dure. Ne vous donnez pas cette peine, dis-je doucement. Je vais gérer ça toute seule comme j'ai géré tout le reste. Amélie, il n'est pas nécessaire d'être mesquine. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Hugo passa 4 jours à l'hôpital. J'ai pris congé de mon travail, dormant sur la chaise à côté de son lit, l'aidant avec les exercices de respiration, le distrayant de l'inconfort avec des histoires et des jeux. Des amis du travail envoyèrent des ballons et des jouets. Sa classe de maternelle lui fit des cartes couvertes de dessins au crayon de cœur. Mes parents n'envoyaient rien. Victoire envoya un bref SMS, tellement contente qu'Hugo aille bien. Super occupé avec les trucs du mariage, mais je pense à vous deux. Je ne répondis pas. Au moment où nous rentrâmes à la maison, Hugo allait déjà mieux. La couleur était revenue à ses joues. Il pouvait marcher sans être essoufflé. Le docteur Lefebvre était optimiste quant à son pronostic à long terme. L'opération avait été un succès complet. J'ai organisé une petite fête pour célébrer son rétablissement 2 semaines après sa sortie, une fois qu'il serait plus fort et que les médecins auraient donné leur autorisation. Rien d'élaboré, juste un rassemblement dans notre appartement avec les personnes qui avaient été là quand cela comptait. Hélène et quelques collègues, l'institutrice d'Hugo, les voisins qui avaient contribué à la collecte de fonds, l'infirmière du cabinet du docteur Lefebvre qui m'avait tenu la main pendant que je pleurais. J'ai envoyé des invitations à mes parents et à Victoire 3 semaines à l'avance. Un simple SMS avec la date, l'heure et l'adresse qu'ils connaissaient déjà. Célébration du rétablissement d'Hugo. J'aimerais que vous soyez là. Ma mère répondit 2 jours plus tard. Nous essaierons de venir. Le mariage de Victoire approche rapidement et les choses sont agitées. Victoire ne répondit pas du tout. La fête eut lieu un samedi après-midi début juin. J'ai décoré notre petit salon avec des banderoles et des ballons. J'ai préparé les plats préférés d'Hugo, des bâtonnets de poulet et de la salade de fruits et des cupcakes au chocolat avec des vermicelles arc-en-ciel. J'ai exposé des photos de l'hôpital, celles où Hugo souriait malgré les tubes, faisant des pouces levés à la caméra. Preuve de survie. Preuve de force. Les gens commencèrent à arriver à 14 heures. Hélène apporta un énorme dinosaure en peluche qui fit hurler Hugo de joie.
Son institutrice apporta des livres. Les voisins apportèrent plus de nourriture que nous ne pouvions en manger. Tout le monde serrait Hugo dans ses bras avec précaution, attentif à sa poitrine en guérison, lui disant à quel point il était courageux, à quel point ils étaient fiers de lui. 15 heures passa. Pas de parents, pas de victoire. 16 heures. Hugo continuait de regarder la porte, son visage s'affaissant un peu plus chaque fois qu'elle s'ouvrait pour révéler quelqu'un qui n'était pas ses grands-parents. « Est-ce qu'ils vont venir, maman ?» demanda-t-il finalement, sa voix petite. « Je ne sais pas, mon bébé, dis-je parce que je ne lui mentirai pas. Pas à ce sujet. Peut-être qu'ils ont oublié. Peut-être, acquiesçai-je, même si nous savions tous les deux mieux que ça. » À 17 heures, alors que la fête se terminait et qu'Hugo montrait des signes de fatigue, mon téléphone vibra. Un SMS de Victoire. Pas d'excuses, pas d'explications, juste une photo d'elle et Grégory à ce qui ressemblait à une dégustation de vin. Tous deux riants, ensoleillés et insouciants. La légende disait, fête de pré-mariage avec mon amour. Je fixais la photo pendant longtemps, le sourire radieux de ma sœur, le vin coûteux dans sa main, l'absence totale de reconnaissance du fait qu'elle venait de manquer la célébration de son neveu. Le neveu qui avait failli mourir. Le neveu dont la vie avait été sauvée par la générosité d'étrangers pendant que sa propre famille planifiait des fêtes en Italie. Maman. La voix d'Hugo me tira en arrière. On peut manger le gâteau maintenant ? Absolument, dis-je, rangeant mon téléphone. Mangeons le gâteau. Nous chantâmes joyeux anniversaire même si ce n'était pas son anniversaire parce que les célébrations n'avaient pas besoin de raison au-delà de la survie. Hugo souffla les bougies et fit un vœu. Tout le monde applaudit. Hélène croisa mon regard à travers la pièce et me fit un petit hochement de tête complice. C'étaient mes gens. C'était ma famille, ceux qui se manifestaient. Après que tout le monde fut parti et qu'Hugo dormait, épuisé mais heureux, je m'assis dans mon salon entouré des restes de la fête. Ballons dégonflés, gâteaux à moitié mangés, cartes et petits cadeaux de personnes qui ne nous devaient rien mais nous avaient tout donné. Je pensais à mes parents dans leur grande maison d'Évian-les-Bains. Probablement en train de profiter de leur samedi soir avec du vin et de la bonne nourriture et une tranquillité d'esprit totale. Je pensais à Victoire se préparant pour un mariage financé par les mêmes personnes qui n'avaient pas pu trouver 25 000 € pour sauver la vie de leur petit-fils. Je pensais à l'avenir, à ce que je leur devais, à ce qu'ils attendraient inévitablement de moi lorsque leur vie deviendrait moins dorée, moins parfaite, moins digne de cadeaux de 50 000 €. Et je décidai, assise là dans l'obscurité tranquille, que je ne leur devais rien, moins que rien. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, je ferai le mien. Le lendemain, j'ai bloqué le numéro de mes parents. J'ai bloqué le numéro de Victoire. Je les ai bloqués sur chaque plateforme de médias sociaux. J'ai supprimé toutes leurs photos de mon téléphone, sauf celles qui incluaient Hugo, et même celles-là, je les ai archivées là où je n'aurais pas à les voir. J'en avais fini. Nous en avions fini. La vie s'installa dans un nouveau rythme au cours des mois suivants. Hugo devenait plus fort chaque jour, son énergie revenant par poussées qui me laissaient essouffler de gratitude. Il commença le CP en septembre, courant sur le terrain de jeu sans la fatigue qui l'avait tourmenté auparavant. Les examens du docteur Lefebvre montraient une guérison parfaite. La dette de collecte de fonds était gérable, répartie sur de petits paiements mensuels à diverses cartes de crédit et amis généreux qui refusaient les intérêts. Je me jetai dans le travail, obtenant une promotion en août qui s'accompagna d'une augmentation de salaire qui nous donna enfin de l'espace pour respirer. Hélène devint plus qu'une patronne. Elle devint une amie, du genre qui se présentait avec du vin les mauvais jours et gardait Hugo quand j'avais besoin d'une soirée pour moi. Nous avons bâti des traditions, Hugo et moi. Soirée cinéma du vendredi, crêpes du dimanche matin, excursion mensuelle sur la côte où il pouvait courir sur la plage et ramasser des coquillages. Ma famille ne me manquait pas. Le poids constant de leur jugement ne me manquait pas, la performance épuisante de gratitude pour des miettes d'affection. Hugo posait des questions sur eux parfois dans les premières semaines. Mais les enfants sont adaptables. Il apprit que la famille ressemblait à Hélène apportant des pizzas les soirs de fatigue, comme son institutrice restant tard pour l'aider avec un projet difficile. Comme le voisin qui lui enseignait des tours de cartes et n'oubliait jamais son anniversaire. Mes parents essayèrent de me contacter exactement 2 fois. Une fois en juillet, un message vocal de ma mère me demandant si j'étais toujours en colère et suggérant que nous passions outre cette désagréable affaire. Une fois en septembre,
mon père laissant un message bref disant qu'il s'attendait à ce que je me comporte comme une adulte et assiste au mariage de Victoire en octobre. J'ai supprimé les 2 messages sans répondre. Le mariage de Victoire eut lieu. J'ai vu des photos sur les médias sociaux d'amis communes qui la suivaient apparemment toujours. La cérémonie à Cancale semblait magnifique. La réception semblait coûteuse. Tout le monde avait l'air heureux. Je ne ressentis rien. Octobre devint novembre. Novembre devint décembre. Hugo et moi décorâmes notre petit appartement pour les fêtes, accrochant des lumières et faisant des flocons de neige en papier. Hélène nous invita à son dîner de Noël en famille. Nous appartenions à quelque part, juste pas aux gens qui partageaient notre sang. L'appel arriva un mardi soir à la mi-mars, presque exactement 1 an après le diagnostic d'Hugo. Je l'aidais à faire ses devoirs lorsque mon téléphone sonna d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose me fit décrocher. Amélie. La voix de Victoire était différente, plus petite, tremblante. « Comment as-tu eu ce numéro ?» demandai-je, ma voix plate. « J'ai appelé ton travail. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai besoin de te parler. Je n'ai rien à te dire. » Grégory m'a quitté. Les mots sortirent précipitamment, désespérés et bruts. Il a demandé le divorce. Je ne sais pas quoi faire. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Une partie sombre de moi avait imaginé ce moment. Avait voulu que ma sœur ressente même une fraction de l'impuissance que j'avais ressentie en mendiant de l'aide alors que la vie de mon fils était en jeu. Mais tout ce que je ressentais était de la fatigue. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je prudemment. Mais je ne suis pas sûr de savoir pourquoi tu m'appelles. Parce que tu es ma sœur. Parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de rester quelque part pendant que je trouve une solution. Je ne peux pas me permettre l'appartement seul. Et maman et papa sont impossibles à ce sujet. Impossible ? Comment ? Ils sont contrariés par le divorce. Ils disent que j'aurais dû faire plus d'efforts, que je jette un homme bien. Ils ne m'aideront pas avec le loyer ni rien. Ils ont dit que j'avais fait mon lit et que je devais maintenant m'y allonger. Elle rit, le son brisé et amer. Drôle, non ? Après tout ce qu'ils nous ont donné pour le mariage, pour le voyage de noces, maintenant ils ne m'aideront même pas avec le premier et le dernier mois de loyer. Ça me semble familier, dis-je doucement. Amélie, s'il te plaît. Je sais que nous n'avons pas été proches. Je sais que j'aurais dû être là pour Hugo, mais j'ai besoin d'aide. Est-ce que je peux rester avec toi juste quelques semaines le temps de me remettre sur pied ? L'audace était époustouflante, presque impressionnante par son manque total de conscience de soi. Non, dis-je simplement. Quoi ? Non, tu ne peux pas rester avec moi. Je ne t'aiderai pas. Mais je suis ta sœur. L'es-tu ? Je gardai ma voix stable, calme. Hugo leva les yeux de ses devoirs, sentant le changement d'atmosphère. Je lui fis un sourire rassurant. Parce que les sœurs se manifestent. Les sœurs s'inquiètent quand leur neveu manque de mourir. Les sœurs ne sautent pas les fêtes de célébration parce qu'elles sont trop occupées à boire du vin et à planifier des vacances européennes. Ce n'est pas juste. Tu ne comprends pas ce que je traversais. Le stress du mariage était. Je m'en fiche, l'interrompis-je. Je m'en fiche sincèrement, vraiment, de ce que tu traversais. Sais-tu ce que je traversais ? Je regardais mon fils se battre pour sa vie tout en essayant de gratter l'argent que nos parents avaient mais refusaient de partager. Je travaillais 3 emplois et dormais 4 heures par nuit et liquidais tout mon avenir parce que les gens qui étaient censés nous aimer ont choisi ton bonheur plutôt que sa survie. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Et tu sais ce qui est le pire ? Tu n'as même pas été désolé. Tu ne t'es jamais excusé. Tu n'as jamais reconnu ce que tu as fait. Tu as juste continué à poster ta vie parfaite sur les médias sociaux pendant que mon fils se remettait d'une chirurgie à cœur ouvert sans qu'un seul membre de sa famille élargie ne prenne la peine de lui rendre visite. Victoire pleurait maintenant. Je pouvais l'entendre dans sa respiration. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'aurais dû être là. Tu as raison. Mais je demande maintenant. Je demande de l'aide maintenant. Et je dis non de la même manière que tu as dit non quand j'avais besoin de toi. S'il te plaît, Amélie, je n'ai nulle part où aller. Alors je te suggère de te débrouiller.
Demande de l'aide. Demande à des amis. Trouve un appartement moins cher. Prends un colocataire. Fais toutes les choses que j'ai faites quand j'étais désespéré et seul. Tu survivras. Je l'ai fait. Je n'arrive pas à croire que tu sois si cruel. Le mot frappa quelque chose en moi. Cruel. Comme si les limites étaient de la cruauté. Comme si refuser de m'immoler par le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud était une sorte de manquement moral. Je ne suis pas cruel, dis-je. Je suis juste. Je te donne exactement ce que tu m'as donné. Rien. Et maman et papa? Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Dis-leur ce que tu veux. Je les ai bloqués il y a des mois. Leur opinion ne signifie plus rien pour moi. Tu ne peux pas simplement couper toute ta famille. Regarde-moi faire, dis-je et raccroché. Mes mains tremblaient. Hugo avait abandonné ses devoirs, me regardant avec de grands yeux. Qui c'était, maman? Personne d'important, dis-je, et ce n'était même pas un mensonge. Victoire rappela immédiatement. Je refusai l'appel. Elle rappela, je refusai. Elle envoya des SMS que je supprimais sans lire. Elle laissa des messages vocaux que j'effaçais. Le désespoir dans ces tentatives aurait pu me toucher autrefois, à l'époque où je croyais encore que la famille signifiait quelque chose au-delà de la génétique partagée. Mais cette femme n'existait plus, brûlée dans les salles d'attente d'hôpital et les nuits sans sommeil et la froide clarté de l'abandon. L'assaut suivant vint de ma mère 2 jours plus tard. Elle avait dû obtenir mon nouveau numéro de la même source que Victoire. Son message vocal était bref et furieux. Amélie, c'est puéril. Ta sœur a besoin d'aide et tu es vindicative. Je m'attends à ce que tu me rappelles immédiatement et que tu règles ça. La famille est de la famille. C'est ce que nous faisons. J'ai sauvegardé le message vocal, non par sentimentalité, mais comme preuve de l'hypocrisie, du manque total de conscience de soi. La famille est de la famille, disait-elle comme si elle n'avait pas refusé d'aider lorsque cela comptait vraiment. Comme si 25 000 € pour l'opération d'un enfant était en quelque sorte moins digne que 50 000 € pour des vacances. Mon père appela ensuite, son message vocal encore plus court. Ta mère et moi sommes très déçus par ton comportement. Rappelle-nous et excuse-toi auprès de ta sœur. J'ai supprimé celui-là. Je n'avais pas besoin de le sauvegarder. J'avais le message déjà mémorisé. Ils essayèrent pendant une semaine. Appels, SMS, messages vocaux. Chacun plus en colère que le précédent. Chacun exigeant que je rentre dans le rang, joue mon rôle, sois la bonne fille qui se sacrifiait sur l'autel de la loyauté familiale. Ils ne comprenaient pas que j'avais déjà été sacrifiée, que j'étais morte dans cette salle d'attente d'hôpital et que j'étais renée en quelqu'un qui ne leur devait rien. Le 8e jour, ma mère se présenta à mon appartement. J'ouvris la porte pour la trouver debout là dans son manteau coûteux, son visage tendu par une colère à peine contrôlée. Derrière elle, à travers le parking, je pouvais voir mon père attendre dans leur voiture. Nous devons parler, dit-elle, me dépassant dans l'appartement avant que je ne puisse répondre. Hugo était à l'école. L'appartement était calme, bien rangé, rempli de signes de la vie que j'avais construite sans eux. Photo d'Hugo et moi à la côte. Ses dessins sur le réfrigérateur. Le parapluie de rechange d'Hélène près de la porte. Vous ne devriez pas être ici, dis-je, laissant la porte ouverte. Une invitation pour elle à partir. Ta sœur souffre, dit ma mère, se tournant pour me faire face. Elle traverse un divorce. Elle a besoin du soutien de la famille. Où était le soutien de la famille quand Hugo avait besoin d'une opération, demandai-je doucement. Oh, pour l'amour de Dieu, tu radotes toujours là-dessus? Nous avons expliqué notre situation financière. Nous avions des engagements. Vous aviez 50 000 € pour le voyage de noces de Victoire. C'était différent. C'était planifié. C'était un événement unique. Et la vie d'Hugo ne l'était pas. Le visage de ma mère rougit. Tu déformes les choses. Nous avons proposé d'aider après le mariage. C'est toi qui nous as coupés. Vous avez proposé d'aider après que l'opération fut déjà faite. Après que j'eus vendu tout ce que je possédais et mendié de l'argent à des étrangers. Après que votre petit-fils eut subi une chirurgie à cœur ouvert sans une seule visite de ses grands-parents. Nous étions occupés avec le mariage et maintenant tu es occupé à être déçu de moi.
Drôle comme vous n'êtes jamais trop occupé pour juger, mais toujours trop occupé pour aider. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, dis-je, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Rien de regarder mon fils manquer de mourir pendant que vous planifiez des fêtes n'était juste. Rien de mendier de l'aide et d'entendre que j'aurais dû faire de meilleurs choix n'était juste. Rien de ma sœur sautant la célébration d'Hugo parce qu'elle était trop occupée à goûter du vin n'était juste. Alors ne me parlez pas de justice. Ma mère se redressa, ses yeux froids. Tu es égoïste. Victoire a besoin d'un endroit où rester. Alors laissez-la rester chez vous. Nous n'avons pas la place. La chambre d'amis est en rénovation. Le rire qui m'échappa fut dur, laid. Vous n'avez pas de place pour Victoire, mais vous vous attendiez à ce que je trouve 25 000 € pour l'opération d'Hugo. Vous avez une maison de 4 chambres, et vous rénovez la chambre d'amis, mais votre fille traversant un divorce n'a nulle part où aller. Et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui suis égoïste. Surveille tonton, jeune femme. J'ai 32 ans. Je ne suis pas votre jeune femme. Je ne suis rien pour vous. Vous l'avez rendu très clair quand vous avez choisi le bonheur de Victoire plutôt que la survie d'Hugo. Nous n'avons rien fait de tel. Vous avez fait exactement cela. Et maintenant vous voulez que je récompense votre cruauté en aidant Victoire. Vous voulez que j'enseigne à Hugo que la famille ne signifie rien. Que les gens qui l'ont abandonné méritent le temps, l'énergie et les ressources de sa mère. Quel genre de leçon est-ce? L'expression de ma mère changea alors, passant de la colère à quelque chose de calculateur. Si tu n'aides pas ta sœur, nous te couperons complètement. Pas d'héritage, pas de réunion de famille, pas de relation avec nous du tout. La menace plana dans l'air entre nous. Autrefois, cela aurait pu fonctionner. Autrefois, j'aurais pu m'effondrer sous le poids de ce rejet, mais j'avais déjà été coupé. Je les avais déjà perdus. Ils ne l'avaient juste pas encore réalisé. D'accord, dis-je simplement. Elle cligna des yeux, déséquilibrée. Quoi? D'accord, coupez-moi. Je vais vous épargner la peine. Je ne veux pas de votre héritage. Je ne veux pas de vos réunions de famille. Je ne veux pas de relation avec vous du tout. Vous pouvez partir maintenant. Amélie. Sortez, je marchai vers la porte ouverte, la tenant grande ouverte. Sortez de mon appartement. Sortez de ma vie. Allez dire à Victoire que j'ai dit non. Allez dire à papa que je suis une fille terrible. Allez dire à tout le monde dans votre cercle social à quel point je suis horrible. Je m'en fiche. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi. Ma mère me fixa pendant un long moment, son visage passant par le choc et la fureur et quelque chose qui aurait pu être de la peine si j'avais assez pris soin de regarder de près. Puis elle se tourna et sortit, ses talons claquant fortement contre le sol. Tu regretteras ça, dit-elle depuis l'embrasure de la porte. La seule chose que je regrette, dis-je doucement, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je fermai la porte sur son visage et tournai le verrou. Par la fenêtre, je la regardai retourner à la voiture, regarder le visage de mon père alors qu'elle lui racontait sans aucun doute ce qui s'était passé. Je l'ai regardé s'éloigner, hors de mon parking, hors de ma vie. Mes mains tremblaient à nouveau, mais pas de peur, de soulagement, de la légèreté d'un fardeau enfin libéré. J'ai envoyé un SMS à Hélène. Je viens de dire à ma mère de sortir de ma vie. Tu veux venir ce soir? Je commande taille. Sa réponse vint en quelques secondes. Absolument. Je serai là à 19h. Apporte du vin. Quand Hugo rentra de l'école cet après-midi-là, bavardant de sa journée, je le serrai contre moi et respirai son odeur. Jus de raisin et poussière de cours de récréation et cette douceur indéfinissable qui n'appartenait qu'à lui. Je t'aime, murmurai-je dans ses cheveux. Je t'aime aussi, maman, dit-il, se tortillant pour me montrer un dessin qu'il avait fait. Regarde, c'est nous à la plage. Nous, pas eux, pas les grands-parents qui choisissaient des favoris et des conditions. Juste nous. C'était suffisant. Nous étions suffisants. La suite se déroula au cours des semaines suivantes avec une prévisibilité qui aurait été drôle si elle n'avait pas été si pathétique. Victoire intensifia sa campagne, obtenant mon adresse email d'une manière ou d'une autre, et envoyant de longs messages décousus sur à quel point elle était blessée, à quel point elle se sentait trahie, à quel point je la punissais pour des erreurs qui n'étaient pas entièrement de sa faute. Chaque email était un chef-d'œuvre de déviation,
réussissant à se présenter comme la victime sans jamais reconnaître ce qu'elle avait réellement fait. J'ai mis en place un filtre qui les envoyait directement à la corbeille. Mes parents essayèrent une tactique différente. Ils contactèrent Hélène au travail, appelant la ligne principale du bureau et demandant à lui parler de leur fille. Hélène, qui savait tout, qui avait été là pour chaque moment du cauchemar qu'ils avaient créé, écouta patiemment les plaintes de ma mère concernant mon attitude ingrate et ma fierté têtue. Puis elle dit, et je ne le sais que parce qu'elle me l'a dit plus tard avec une immense satisfaction, j'étais là quand Amélie a mendié de l'aide pour sauver la vie de son fils. J'étais là quand elle a vendu tout ce qu'elle possédait. J'étais là pour l'opération pendant que vous planifiez un mariage. Alors, avec tout le respect que je vous dois, je vais raccrocher maintenant. Je lui ai acheté une bouteille de whisky coûteuse pour la remercier. La famille élargie entendit parler de la rupture, bien sûr. Début avril, je commençais à recevoir des appels et des messages de tantes et cousins que je connaissais à peine. Des gens qui n'avaient pas pris la peine de contribuer à la collecte de fonds d'Hugo, mais qui avaient soudain des opinions sur la loyauté familiale et le pardon. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. À ceux à qui j'ai répondu, j'ai simplement transmis la campagne de crowdfunding de l'année précédente. Si vous vous souciez de la famille, écrivis-je, vous pouvez faire un don pour aider à payer la dette médicale que nous portons toujours. Sinon, je ne suis pas intéressé par votre avis. Aucun d'eux n'a fait de don. Tous ont cessé d'appeler. Le 7e anniversaire d'Hugo arriva en mai. Nous avons fait une fête dans un parc de trampoline avec ses amis de l'école. Hélène vint, ainsi que son institutrice et plusieurs voisins. Nous avons mangé de la pizza et du gâteau. Hugo était rougi et heureux, rebondissant avec une énergie qui aurait été impossible avant l'opération. J'ai pris une centaine de photos documentant sa joie, sa santé, sa vie. Mes parents n'appelèrent pas, n'envoyèrent pas de cartes, ne reconnurent pas du tout son anniversaire. Mamie et papy ont-ils oublié, demanda Hugo ce soir-là, sa voix soigneusement neutre de la manière que les enfants apprennent lorsqu'ils essaient de ne pas montrer qu'ils sont blessés. Je pense qu'ils sont juste occupés, dis-je, ce qui n'était techniquement pas un mensonge. C'est bon, dit-il, bien que ses yeux fussent trop brillants. J'aime mieux nos fêtes de toute façon. Il apprenait la leçon que j'avais espéré lui épargner. Que le sang ne garantit pas la loyauté. Que certaines personnes vous trahiront d'une manière qui laisse des cicatrices. Mais il apprenait aussi la leçon plus importante qu'on pouvait construire sa propre famille. Que l'amour était un choix, pas une obligation, que se manifester comptait plus que de partager de l'ADN. En juin, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Pas des papiers de divorce ou un procès. Rien d'aussi dramatique. Juste une lettre formelle sur un papier à en-tête coûteux m'informant que j'avais été retiré du testament de mes parents. Tous les actifs passeraient désormais à Victoire à leur mort. Il voulait que je le sache, expliquait la lettre dans un langage juridique froid, afin que je puisse planifier en conséquence. Je la lus 2 fois, attendant que la douleur vienne. Elle ne vint pas. Je ne ressentis rien au-delà d'une légère curiosité quant à l'importance qu'il pensait que cette menace porterait. Comme si j'avais compté sur un héritage, comme si j'avais construit ma vie autour de l'attente de leur éventuelle générosité. J'ai classé la lettre et je l'ai oubliée. L'été arriva. Hugo s'épanouit. Nous fîmes un voyage d'1 semaine sur la côte en juillet, restant dans un motel bon marché et passant chaque jour à la plage. Hugo apprit à faire du bodyboard. J'ai lu 3 romans du début à la fin sans interruption. Nous avons mangé du poisson frit et de la crème glacée molle. Nous avons construit des châteaux de sable et collecté des agates. Nous étions heureux. Fin août, 1 an et demi après l'opération d'Hugo, je reçus un dernier message de Victoire. Il était différent des autres, plus court, moins désespéré, juste un simple SMS. J'espère que tu es contente de toi. Tu as détruit cette famille. Je fixai le message pendant longtemps, pensant à toutes les façons dont je pouvais répondre. Je pourrais lister ses échecs. Je pourrais énumérer sa cruauté. Je pourrais expliquer encore une fois exactement comment elle et nos parents avaient détruit la famille bien avant que je ne m'éloigne de l'épave. Au lieu de cela, je lui répondis, je suis heureuse. Plus heureuse que je ne l'ai jamais été. J'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi. Puis je bloquai son numéro pour de bon. La vérité était que j'étais heureuse. Le poids que j'avais porté toute ma vie, l'effort constant d'essayer d'être assez bien, d'essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement était parti. J'avais choisi moi-même.
J'avais choisi Hugo. J'avais choisi les personnes qui se manifestaient réellement. Et en faisant cela, j'avais trouvé quelque chose que ma famille ne m'avait jamais donné, la paix. Hugo commença le CE2 en septembre. Il rejoignit l'équipe de football, quelque chose qui aurait été impossible avant l'opération. Je me tenais sur la ligne de touche avec les autres parents, l'encourageant alors qu'il courait sur le terrain, son visage brillant d'effort et de joie. Hélène apparut à mes côtés avec du café. Il a l'air génial, dit-elle, hochant la tête vers Hugo alors qu'il volait le ballon et le tirait vers le but. Il est génial, acquiesçai je. Le docteur Lefebvre dit que sa fonction cardiaque est parfaite. Comme si le défaut n'avait jamais existé. Et comment vas-tu? Je considérais la question. Vraiment considéré. Il y a 1 an et demi, j'étais en train de couler, désespéré, seul de toutes les manières qui importaient. Maintenant, j'étais debout au soleil, regardant mon fils en bonne santé jouer au football, buvant du café avec une amie qui était devenue de la famille. Je vais vraiment bien, dis-je, et je le pensais. Des nouvelles des parents ou de ta sœur? Aucune. J'ai bloqué le dernier de leur numéro en août. C'est calme maintenant. Hélène hocha la tête avec approbation. Bien. Tu n'as pas besoin de ce poison dans ta vie. Elle avait raison. C'était ce qu'ils avaient été. Du poison. À action lente et insidieuse, me faisant douter de ma valeur. Remettre en question mes choix, me sentir reconnaissante pour des miettes. Les retirer de ma vie avait été comme enlever une tumeur. Douloureux sur le moment, mais nécessaire à la survie. Octobre apporta des nouvelles par le bouche à oreille d'amis communes. Victoire avait apparemment emménagé à nouveau chez nos parents après avoir échoué à trouver un logement abordable seul. L'ami qui me raconta cela semblait s'attendre à une réaction, une certaine justification ou jubilation. Je ne ressentis ni l'un ni l'autre. J'espère qu'elle trouvera une solution, dis-je, et je le pensais. Non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que ses difficultés n'avaient plus rien à voir avec moi. En novembre, ma patronne annonça que j'étais promu designer senior, un poste qui s'accompagnait d'une augmentation significative et de meilleurs avantages. L'équipe m'emmena célébrer dans un bon restaurant du centre-ville. Nous avons mangé de la bonne nourriture et bu du meilleur vin et ri jusqu'à ce que mon visage me fasse mal. Ces gens connaissaient mon histoire. Ils en avaient fait partie. Ils avaient aidé à sauver la vie de mon fils pendant que ma famille de sang avait choisi des fêtes et des voyages. Un discours, cria quelqu'un et d'autres reprirent le chant. Je me levai, légèrement éméchée et extrêmement reconnaissante. Je veux juste dire merci pour tout, surtout pour les 2 dernières années. Vous m'avez tous montré ce que signifie vraiment la famille. Ce n'est pas de savoir qui partage votre ADN. C'est de savoir qui se manifeste quand tout s'écroule. Vous vous êtes tous manifestés. Vous nous avez tous sauvés. Et je ne l'oublierai jamais. Hélène leva son verre. À la famille choisie. À la famille choisie, répétèrent tous et les mots sonnèrent comme un vœu. Décembre arriva avec son chaos habituel de vacances et d'obligations. J'ai décoré notre appartement avec Hugo, accrochant des lumières et des chaussettes de Noël. Nous avons fait des biscuits et regardé de terribles films de Noël. Le matin de Noël, Hugo se réveilla à 6 heures et me traîna dans le salon pour voir ce que le Père Noël avait apporté. Les cadeaux étaient modestes mais bien pensés. Des livres et des fournitures artistiques et un nouveau ballon de football. Il a tout aimé, sa joie n'étant pas compliquée par la conscience du coût ou du statut. Nous avons passé l'après-midi chez Hélène avec sa famille élargie, mangeant trop de nourriture et jouant à des jeux de société. Hugo s'endormit sur le canapé vers 20 heures, épuisé et content. Je le portai jusqu'à la voiture, sa tête lourde sur mon épaule, et sentis la plénitude du moment. C'était suffisant. Cette petite vie dure était suffisante. La nouvelle année apporta une surprise. Fin janvier, presque 2 ans après l'opération d'Hugo, je reçus un appel de ma banque concernant un virement bancaire entrant. Quelqu'un essayait de m'envoyer de l'argent, 25 000 euros. Ma première pensée fut que c'était une arnaque. Ma deuxième pensée fut que c'était une erreur. Ma troisième pensée fut que cela pourrait en fait provenir de mes parents, une tentative tardive de rédemption ou de culpabilité. J'avais tort sur tous les comptes. L'argent venait de Grégory, l'ex-mari de Victoire. Il y avait une note attachée au transfert. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec l'opération d'Hugo. Je ne savais pas à l'époque.
Victoire ne m'a jamais rien dit. C'est 2 ans trop tard, mais je voulais aider avec la dette qui reste. Je suis désolé pour ma part dans l'échec de votre famille. Vous méritiez mieux. Je suis resté assise dans ma voiture devant la banque, fixant la note sur l'écran de mon téléphone, essayant de traiter cette grâce inattendue. Grégory n'avait pas été le méchant. Il n'avait probablement pas connu toute l'histoire. Et maintenant, divorcé et sans obligation, il avait choisi de faire ce que ma propre famille avait refusé. Je l'appelais depuis le parking de la banque. Il répondit à la 2e sonnerie. « Grégory, dis-je, j'ai reçu le transfert. Vous n'aviez pas à faire ça. » « Je sais, dit-il. Mais quand j'ai découvert ce qui s'était vraiment passé, ce qu'ils ont fait avouer à Hugo, je ne pouvais pas laisser ça. Je sais que ça ne répare rien, mais peut-être que ça aide. Ça aide énormément. Nous portons toujours une partie de la dette. Cela effacera la majeure partie. Bien. Il fit une pause. Pour ce que ça vaut, Amélie, je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir su. Je suis désolé d'avoir fait partie de cette famille, même brièvement. Vous n'êtes pas responsable de leur choix, dis-je doucement. Mais merci. Cela signifie plus que vous ne le savez. Après que nous eûmes raccroché, je restai assise dans la voiture pendant longtemps, regardant les gens vaquer à leurs occupations quotidiennes. Grégory avait fait en un instant ce que mes parents avaient refusé de faire en 2 ans. Un homme qui était techniquement devenu de la famille par mariage, puis avait cessé d'être de la famille par divorce, avait montré plus de loyauté que les personnes qui partageaient mon sang. L'ironie était presque poétique. J'ai utilisé l'argent de Grégory pour payer la dette médicale restante, les cartes de crédit que j'avais épuisées, les prêts personnels d'amis qui avaient insisté pour ne pas être remboursés, mais qui le méritaient quand même. À la mi-février, 2 ans après l'opération qui m'avait presque brisé, j'étais enfin complètement libre de dette. J'ai emmené Hugo manger une glace pour célébrer. Il ne comprenait pas la signification, mais il comprenait la célébration. Nous nous sommes assis dans notre cabine habituelle à la boutique de la rue de la Charité, et je l'ai regardé démolir une coupe tout en bavardant de son projet de foire scientifique à venir. « Maman, dit-il soudainement, sa cuillère s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. Est-ce que mamie et papy te manquent parfois ? La question me prit au dépourvu. Il les mentionnait rarement désormais. J'avais pensé qu'il avait peut-être oublié qu'ils existaient. Parfois, la personne que j'aurais voulu qu'ils soient me manque, dis-je prudemment. Mais la personne qu'ils étaient vraiment ne me manque pas. Il y réfléchit, son visage sérieux. Il n'était pas très gentil. Non, acquiesçai-je. Il ne l'était pas. J'aime mieux notre famille. Celle que nous avons choisie. Moi aussi, mon bébé. Moi aussi. Il retourna à sa glace. L'instant passa aussi rapidement qu'il était venu. Mais cela réglait quelque chose en moi. Hugo allait bien. Mieux que bien. Il grandissait en comprenant que l'amour était quelque chose que l'on gagnait par l'action, non quelque chose que l'on exigeait par la biologie. Mars arriva, apportant avec elle le 2e anniversaire du diagnostic d'Hugo. J'ai pris le jour de congé et nous l'avons passé à faire toutes ses choses préférées. Le zoo, la salle d'arcade, le dîner au restaurant de hamburgers qu'il aimait. Ce n'était pas un jour triste. C'était une célébration, une reconnaissance du chemin parcouru. Ce soir-là, après qu'Hugo se fût couché, je me suis assise et j'ai écrit 3 lettres. Une à Hélène, la remerciant d'être la famille dont j'avais besoin. Une au docteur Lefebvre, lui disant à quel point Hugo allait bien, à quel point son action rapide avait sauvé la vie de mon fils, et une à Grégory, le remerciant encore pour sa grâce inattendue, pour m'avoir montré que toutes les personnes liées à cette famille n'étaient pas brisées. Je n'ai jamais écrit à mes parents ni à Victoire. Il n'y avait rien à leur dire, aucun pont ne valait la peine d'être reconstruit, aucune relation ne valait la peine d'être sauvée. Ils avaient fait leur choix et j'avais fait le mien. Avril apporta la saison de football de printemps. L'équipe d'Hugo gagna son premier match et je me suis égosillé à l'encourager depuis la ligne de touche. Hélène était là, prenant des photos et des vidéos. Plusieurs de mes collègues étaient venus soutenir Hugo, apportant des pancartes qu'ils avaient faites au bureau. C'était à cela que ressemblait le fait de se manifester. C'était ce que signifiait la famille. En mai, pour le 8e anniversaire d'Hugo, nous avons fait une autre fête, plus grande cette fois. Plus d'amis, plus de rires,
plus de preuves d'une vie reconstruite à partir des cendres. Vers la fin de la fête, alors que je coupais le gâteau et distribuais les assiettes, mon téléphone sonna d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose me fit sortir sur le balcon et décrocher. Amélie. La voix de ma mère, plus âgée et plus fragile que dans mes souvenirs. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'aurais dû. J'en avais le droit. Mais la curiosité retint le téléphone à mon oreille. Qu'est-ce que vous voulez, demandai-je, ma voix neutre. Ton père est malade. Cancer. Ils disent que c'est avancé. Je pensais que tu devrais savoir. J'attendis que le chagrin vienne. La culpabilité, l'adoucissement. Rien ne vint. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je finalement. Mais je ne suis pas sûr de savoir pourquoi vous m'appelez. Parce que c'est ton père. Parce que la famille est censée être là les uns pour les autres. L'hypocrisie était si stupéfiante qu'elle me coupa le souffle. Après tout cela, elle ne le voyait toujours pas. La famille est censée être là les uns pour les autres, répétai-je lentement. Où étiez-vous quand Hugo avait besoin d'une chirurgie cardiaque? Où étiez-vous quand je vendais tout ce que je possédais pour sauver sa vie? Où étiez-vous à sa fête de célébration? Où étiez-vous pour l'un de ses anniversaires? C'est différent. Non, l'interrompis-je. C'est exactement la même chose. Vous demandez quelque chose que vous avez refusé de donner. Vous exigez une loyauté que vous n'avez jamais montrée. Et je vous donne la même réponse que vous m'avez donnée. Non. Amélie, s'il te plaît. J'espère que papa ira mieux. Je le pense sincèrement. Mais je ne serai pas là. Je ne visiterai pas. Je n'aiderai pas. Vous avez rendu très clair il y a 2 ans que la famille n'importe que lorsque c'est pratique pour vous. Alors, je vous rends l'appareil. La famille n'importe pour moi que lorsque c'est pratique. Et ce n'est pas le cas. Tu regretteras ça. Quand il sera parti, tu regretteras ça. Peut-être, dis-je, mais ce sera mon regret à porter, tout comme l'opération d'Hugo a été mon fardeau à porter seul. Au revoir. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. À travers la porte vitrée coulissante, je pouvais voir Hugo avec ses amis rire de quelque chose qu'Hélène avait dit. Je pouvais voir les restes de gâteaux et de glace, le tas de cadeaux, la preuve d'un enfant qui était aimé et célébré par des gens qui avaient choisi de se manifester. Ma mère avait raison sur une chose. Je porterais du regret. Mais pas le genre qu'elle pensait. Je regrettais les années passées à essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. Je regrettais l'énergie gaspillée à espérer qu'il changerait. Je regrettais de ne pas être parti plus tôt. Mais je ne regrettais pas cet instant, ce choix, cette fermeture définitive d'une porte qui aurait dû être fermée il y a 2 ans. Je rentrai à l'intérieur et rejoignis la fête. Dans les mois qui suivirent, j'appris par des connaissances éloignées que le cancer de mon père avait progressé rapidement, qu'il était mort à la fin de l'été, entouré de sa famille. Victoire et ma mère, vraisemblablement, peut-être quelques cousins, des gens qui avaient décidé que ce moment particulier justifiait leur présence. Je n'ai pas assisté à l'enterrement. Je n'ai envoyé ni fleurs, ni cartes, ni reconnaissance du tout. Victoire tenta de me contacter une dernière fois. Un message vocal amer me traitant de sans cœur et de cruel, disant que j'aurais à vivre avec moi-même. Elle avait raison. J'aurais à vivre avec moi-même. Et j'avais découvert quelque chose de remarquable. Je pouvais très bien vivre avec moi-même, mieux que je ne l'avais jamais fait lorsque j'essayais de gagner l'amour de personnes qui le transformaient en arme. Ma mère essaya de visiter mon appartement 3 mois après l'enterrement. Je n'ouvris pas la porte. Elle resta dans le couloir pendant 10 minutes, frappant et m'appelant par mon nom avant de finalement partir. Elle avait l'air plus vieille, plus frêle, brisée par des pertes que je n'avais pas causées, mais que j'avais certainement cessé d'empêcher. Victoire se tenait à ses côtés, son visage dur de colère et de quelque chose qui aurait pu être de l'envie. Elles se tenaient au moins l'une l'autre, la fille préférée et la mère qu'il avait choisie. Elles pouvaient se réconforter mutuellement avec des histoires sur ma cruauté, mon égoïsme, mon échec à jouer correctement le rôle de fille. Elles pouvaient se lier autour de leur victimisation partagée, sans jamais examiner leur propre choix. J'espérais de loin et sans grande conviction qu'elles pourraient apprendre quelque chose, qu'elles pourraient réaliser que l'amour ne pouvait pas être conditionnel et arbitraire, que les enfants n'étaient pas des marchandises dans lesquelles investir en fonction des rendements attendus.
Que se manifester comptait plus que les grands gestes. Mais je ne retenais pas mon souffle. Hugo et moi continuâmes à construire notre vie. Il excellait à l'école. Son cœur restait fort. Nous prenions des vacances dans notre budget et nous nous faisions plaisir occasionnellement avec des choses qui importaient. Nous dînions en famille avec Hélène et ses enfants. Nous célébrions les fêtes avec la famille choisie qui avait prouvé sa loyauté par l'action plutôt que par le sang. Les soirs tranquilles où Hugo dormait et l'appartement était immobile, je pensais parfois à la femme que j'avais été il y a 2 ans. Désespérée et en train de couler, mendiant de l'aide à des gens qui mesuraient l'amour dans des tableurs. J'avais de la tendresse pour cette femme, triste de sa souffrance, fière de sa survie. Mais elle ne me manquait pas. Je ne voulais pas redevenir quelqu'un qui avait besoin de permission pour exister, qui cherchait la validation de personnes qui l'accumulaient comme de la monnaie. J'étais devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus dur, peut-être, certainement moins confiante, mais aussi quelqu'un qui savait que sa valeur n'était pas déterminée par la volonté des autres de la reconnaître. Quelqu'un qui comprenait que la meilleure vengeance n'était pas la destruction mais l'indifférence. Ne pas se soucier assez pour haïr, juste vivre bien sans eux. Victoire perdit tout ce qu'elle avait construit avec Grégory. Elle retourna vivre dans notre maison d'enfance, dépendante d'une mère qui avait prouvé qu'elle ne l'aimait que lorsqu'elle gagnait. Elle avait échangé un partenariat contre une cage dorée, et les barreaux se refermaient. Elle avait dépensé 50 000 € pour un voyage de noces pour un mariage qui dura moins de 2 ans, et elle n'avait rien à montrer, sauf des photos et des regrets. Sa carrière dans l'organisation d'événements chancela à mesure que son divorce devenait public dans leurs cercles sociaux. Les amis qui avaient célébré son mariage parfait disparurent lorsque la perfection se fissura. Il ne lui restait exactement que ce qu'elle m'avait donné. Rien. Ma mère vécut avec les conséquences de valoriser l'apparence au détriment de la substance, les mariages au détriment des petits-enfants, la perception au détriment de l'amour. Elle passa ses dernières années avec une fille qui lui en voulait autant qu'elle dépendait d'elle, piégée dans une maison qui résonnait de l'absence de la famille qu'elle avait fracturée. Aucune somme d'argent ou de statut ne pouvait combler le trou où la connexion aurait dû être. Elle mourut comme elle avait vécu, entourée de gens qui simulaient la dévotion sans la ressentir. Quant à moi, j'ai construit quelque chose de mieux. Hugo grandit en sachant qu'il valait plus que la somme de ce qu'il pouvait fournir. Il apprit que l'amour était l'action, pas les mots, que se manifester importait, que la famille était ce que l'on faisait, pas ce que l'on recevait. Et quand il fut plus âgé, quand il posa des questions sur ses grands-parents et ses tantes, je lui dis la vérité, que certaines personnes étaient capables d'amour et d'autres non. Que s'éloigner de ces dernières n'était pas de la cruauté mais de la survie. J'avais entrepris de sauver la vie de mon fils et j'avais réussi. Mais quelque part en cours de route, j'avais aussi sauvé la mienne. J'avais appris que la meilleure vengeance n'était pas de les faire souffrir comme ils m'avaient fait souffrir. C'était de refuser de laisser leur rejet définir ma valeur. C'était de construire une vie si pleine d'amour véritable que leur absence ne laissait pas de trou. J'avais traversé le feu et j'en étais sorti forgé en quelque chose de plus fort. J'avais été testé et je m'étais trouvé capable. Et quand je regardais le chemin derrière moi, la porte que j'avais fermée et les gens que j'avais laissés derrière, je ne ressentis aucun regret. Juste du soulagement, juste la liberté, juste la satisfaction tranquille de savoir que j'avais choisi correctement. Certains ponts sont destinés à brûler. Certaines portes sont destinées à rester fermées, et certaines familles sont destinées à être construites à partir de zéro, un membre choisi à la fois. J'avais appris cette leçon de la manière la plus difficile possible, mais je l'avais apprise, et je ne l'oublierai jamais.